Bonjour, bienvenue, c'est l'heure de l'apéritif qui grince mais avec un micro qui fonctionne, c'est un choix. Et cet apéritif aujourd'hui sera une petite redite de l'apéritif d'avant-hier, vendredi soir. Et en effet, vendredi soir, pour ceux qui étaient là, on a eu un petit problème, le micro s'est mis à déconner, je ne sais pas pour quelle raison, et ça faisait un bruit de ventilateur. Peut-être que ce téléphone est tout doucement en train de mourir, et ce sera terrible. Je serai obligé de dépecer un pangolin pour faire venir mon iPhone de Chine. Non, ça, non, pas déconner avec ça. On ne rigole pas avec les pangolins et pas avec la Chine pour l'instant non plus. Aujourd'hui, donc, pour l'apéritif, une bouteille de Chandéol. Chandéol qui a été primé au Chardonnay du Monde. Alors ici, on est sur un assemblage à 98% de Chardonnay et 2% de Pinot Blanc. C'est un brut, c'est un vin qui est très très bien travaillé, bien élaboré. C'est un vin dont on a beaucoup parlé, le Chandéol, parce que lors du dernier concours mondial de Bruxelles, dans sa catégorie des effervescents, il est sorti comme un des meilleurs ou le meilleur effervescent de sa catégorie. Alors malheureusement, la presse a un tout petit peu tout amalgamé et a parlé de champagne alors qu'il ne s'agit pas du tout de champagne, hein, puisque c'est fait en Wallonie et qu'il ne faudrait pas mélanger les choses. Il n'est de champagne que de champagne. Ça, c'est important. J'ai changé de main parce que, étant gaucher, un peu contrariant aussi, il faut bien le dire, eh bien, je travaille surtout avec la main gauche et pas l'autre main. C'est comme ça. Voilà. Vous savez bien comment est-ce que ça marche à gaucher, hein? Bon. Alors, quand on goûte un vin effervescent, c'est toujours la même chose. On regarde la bulle et on dit, elle est fine et régulière. Ça, c'est super important. Et oui, je vous avais promis une petite rawette aussi, hein, parce que hier, on a eu la visite de Nénène. Aujourd'hui, on aura le début. Vous savez bien, quand on goûte. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui suivent des cours d'alcoolisme social? Je sais, l'alcoolisme social, on appelle ça des cours de nonologie. C'est, oui, parce que l'œnologie et l'alcoolisme social tel qu'on le pratique, tu sais quoi, viens, rentre, parce qu'il fait froid et la porte grince. Voilà. Et ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Comme ça, c'est plus facile. Et donc, je disais, les cours d'œnologie et l'œnologie, ça n'a strictement rien à voir. On devrait parler d'œnophilie. Mais tous les mots qui se terminent en philie dans nos régions, c'est quand même pas évident, hein. Non, non, c'est mal. En Belgique, dès qu'on parle de mots qui se terminent en philie, si on n'a pas de... Non, c'est mal. Mal, mal, mal. Ou alors Philly Houtman. Mais alors, il faut être le mari de la princesse de Monaco, et c'est une vieille histoire, il n'y a que les vieux qui s'en souviennent. Elle nageait bien, Philly Houtman, sur le bord de la piscine. Un peu comme Sabrina. Boys, boys, boys. Enfin bref. Donc, on confond œnologie, œnophilie. L'œnologie, c'est une science, voilà, presque exacte, et c'est l'art pas de faire du vin, mais de réparer les conneries que peuvent faire certains viticulteurs. L'œnophilie, c'est l'art d'aimer le vin. C'est tout un art, hein, c'est un boulot. Oh là 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 là, l'entraînement d'une vie. Moi, j'ai commencé tôt et j'espère finir tard, mais pas trop tard quand même. Il faut jamais faire la dégustation de trop, après on devient chiant. Alors quand on goûte, quand vous suivez vos cours d'alcoolisme sociaux, il y a toujours un groupe et il y a toujours un ou une alpha et autour une série de bêta qui font oh oui, chef, comme vous dansez bien, chef, comme vous nagez bien, comme vous mangez. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Hein? C'est clair. Alors, l'alpha prend le verre et fait la bulle est fine et régulière. 30 ans que j'escroque les gens en parlant de pinard, 30 ans que je rêve de pouvoir simplement voir une bulle qui ne serait ni fine, ni régulière, une énorme bulle qui viendrait en latéral et qui pointerait doucement comme ça à la surface, un peu comme quand on va voir les boues volcaniques à Saint-Vincent, et alors qui ferait à la surface, avec une odeur fétide évidemment, hein. Ah, ce bon vieux fétide, enfin c'est une autre histoire. Et ça n'existe pas. J'ai des clientes qui ont des problèmes de régularité de la bulle, mais ça s'opère, hein. 3 jours à Barcelone, on n'en parle plus maintenant. Enfin, pour l'instant, ça s'opère pas. Mais un jour, ça s'opérera, parce que vous n'oubliez pas que vous devez rester confiné. Sinon, vous allez devenir des confinés. Et ça, c'est dangereux. Et confinés qui tous richtigen l'hôpital, et on n'est pas certain d'en sortir, en tout cas debout. Donc, ça ne vaut pas la peine de risquer le coup. Restez bien à l'abri, il y a assez à picoler. Ensuite, vous devez regarder et dire... c'est limpide et brillant.
très important, si ce n'est ni limpide ni brillant, c'est probablement un vin naturel. On appelle ça du pétnat. Dans pétnat, il y a pète et nat. Dans pète, il y a pète. Mon ton pète, ça sent le pète. Et qu'est-ce que je veux dire? Hein? J'ai acheté du herf, j'ouvre la cloche, et, mon Dieu, ça sent le pète. Voilà, du pétnat. Et donc, on a cette odeur un peu particulière. Mais bon, il y en a qui sont bons. C'est vrai, il faut le reconnaître, j'en ai déjà goûté qui sont bons, je suis toujours vivant. Donc, il y a de bons vins nature, arrêtons de déconner avec ça. C'est mal de dire du mal pour le plaisir. Quoique, dire du mal pour le plaisir de dire du mal gratuitement, ma foi, de temps en temps, c'est bien aussi. Même si c'est pas fondé. Hein. S'il fallait dire du mal que quand c'est fondé, franchement, on s'en prendrait qu'un Magui de bloc et au bon de commande, la Turquie. Non, ça non plus, on n'en parle pas pour l'instant, ça c'est mal. On peut pas en parler. Ensuite, on met son nez dans le verre, et c'est là que les emmerdes commencent. Ben oui, parce que ça fait 10 ans que vous suivez des cours d'œnophilie, vous avez largué toutes vos économies, et ça vous oblige à partir en caravane à Bohan, alors que vous rêviez d'une petite maison dans le Luberon. Hein. Enfin, pour cette année aussi, le Luberon, c'est cuit, hein, les gars, pas la peine d'essayer. Hein. On va rester à Bohan, c'est plus facile. Prévoyez directement juillet-août de ne pas aller trop loin, hein, vu que si nous, on s'en sort avant, les autres pays s'en sortiront pas non plus. Oh la gueule, moi je me demande comment vont faire les mecs à Tomorrowland, quoi. Ils vont peut-être revendre les places, il n'y en aura que pour les Belges, si ça se trouve. Bon bref, donc je disais, tu mets ton nez dedans, t'es dans la merde, tu sais pas ce que ça sent, alors je conseille de toujours commencer par tilleul. Il y a tilleul. Facile, tilleul, ça va bientôt fleurir, là, de mi-juin à mi-juillet, le tilleul, il fleurit, on le sent très très bien le matin, quand on rentre des jeux le samedi. Et encore, ils sont pas toujours ouverts le samedi maintenant. Ça a beaucoup changé. Et donc, quand on rentre, vous sentez cette odeur de tilleul. Il y a une tétralogie aromatique, pneus brûlés, airbag éclaté, carter enroulé, tilleul. Si vous voyez pas bien ce que sent le tilleul, vous pouvez aussi imaginer que vous rentrez à pied, bain bourré d'une boîte, vous quichez, quiche bolognaise, tilleul. Vous voyez toujours pas? Il suffit de kidnapper une vieille un dimanche après-midi le long d'un buffet de la gare, quand ils rouvriront. Et si vous allez assez vite, c'est souvent tilleul, c'est savon bon marché. Souvent, elle est accompagnée d'un caniche assorti à ses cheveux, mauve, bouclé, avec un imperméable Burberry en plastique sur le dos. Et alors, vous kidnappez la vieille, et si ça va assez vite, c'est tilleul et pipi. Mais bon, c'est un choix. Ensuite, vous passez à Acacia. Acacia, c'est facile, tout le monde connaît Acacia. Hein. Acacia, vous voyez pas? Il n'y a pas un vénérable qui traîne parmi vous? Les ouvriers bossent pas de midi à 3h non plus? Oh là là, les colonnes sont muettes. Bon, ben tant pis. Moi, j'ai essayé. Vénérable, de lièvre, évidemment. C'est toujours la même chose. Et acacia. Miel? Miel d'acacia? Oui, vous savez ce que c'est que du miel? Non, vous savez pas en général, personne ne sait ce que c'est que du miel. C'est un truc que les abeilles... c'est du vomi d'abeille. Ouais, oui, une abeille. Elle a pas de poche, pas de sacoche, pas de brouette pour ramener son pollen. Comment elle fait? Sur ses pattes. Mais une abeille, elle peut voler jusqu'à 5 km de sa petite niche. Et quand elle doit rentrer à la niche avec du pollen sur les pattes, elle est très précautionneuse. Elle rentre en une douzaine d'années. Ça prend du temps, hein, le miel vintage directement. Et les autres, elles rentrent avec le truc dans la bouche parce qu'elles ont une petite trompe. Et à l'entrée de la niche, il y a une... Oui, je sais que ça s'appelle une ruche, c'est bon, hein, j'essaie une blague. À l'entrée, il y a une ouvrière qui attend comme ça. On se croirait dans un porno hollandais des années 70. Mais il n'y a pas de cheval, il n'y a que des abeilles. Quand je pense que j'allais à Sluis pour acheter du fromage, moi, comme un con. Bref, donc, l'abeille, elle arrive, les autres, elles attendent, et elles se vomissent dans la gueule l'une de l'autre. Oui, c'est dégueulasse. Jusqu'à la cinquième. La cinquième, elle tape tout par terre, et elle trie, comme quand on nettoyait la GFQ au petit matin. Vous vous souvenez? Et d'un côté, on met le solide, de l'autre côté, le liquide. Et là, on est tranquille, on est peinard. Et alors... Quand on met le solide et le liquide comme ça, on met tout ce qui est liquide dans les alvéoles. Et une fois par mois, il y a un culteur content qui passe. En anglais, on l'appelle apiculteur. Et il ramasse le miel et vous êtes super heureux de passer votre doigt dans un pot de vomi d'abeille. Oui, la vie est cruelle, je sais. Si vous êtes un peu narreux après cette description, achetez donc du miel petit ourson la prochaine fois que vous aurez fait la file pendant 1h30 pour acheter 24 rouleaux de PQ dans une grande surface. Achetez du miel petit ourson dans des pots en plastique. On reconnaît le petit ourson parce qu'il a un petit canotier.
Il n'y a rien de naturel dedans, c'est du glucose arrivé à pied par la Chine, ce qui n'est pas facile pour du glucose. Enfin, si l'étiquette est en papier recyclé, à base de quoi, on ne sait pas. Voilà, ça va pour Acacia. Tilleul, Acacia, vous terminez bien entendu par fleur de cognacier. Fleur de cognacier, c'est intéressant parce que c'est un arbre endémique chez nous que peu de gens connaissent vraiment, à moins d'avoir de la famille portugaise. Vous avez de la famille portugaise? Les Portugais connaissent le cognacier parce qu'ils en bouffent tout le temps, avec tout, de la pâte de coin, avec du fromage. Le coin, vous voyez ce que c'est? C'est comme une poire, impossible à manger, ce qui fait la fortune des orthodontistes. Il y a un joueur du Bayern de Munich, Franck Ribéry. Bah, il a mangé des poires, enfin des coins. Un jour, il n'y avait pas d'orthodontiste de garde. Toutes les dents sont restées dessus. Il était chez un dentiste de base. Le mec a récupéré les dents et les a jetées comme ça. Voilà le résultat. C'est comme ça. C'est moche. Hein. Oui, je sais, c'est truc. Enfin bref, donc tout ça pour dire que la fleur de cognacier, c'est une odeur que nous ne connaissons pas et pourtant c'est chez nous. Tu dis fleur de cognacier, si tu le dis suffisamment prétentieusement, parce que c'est important d'être prétentieux quand on parle de vin, il faut le tenir comme ça, il faut jamais oublier de mettre sa cravate, son veston, et il faut le faire un petit peu à la bordelaise old fashion, tu vois, t'habites dans le Médoc. Enfin non, dans le Médoc, décontracté, t'enlèves ta cravate quand même. Tu gardes ta pochette. Et ton blazer pour aller dans les vignes pour faire la photo pour les journalistes. Et donc, quand tu parles de vin, il faut toujours être un peu pédant, sinon les gens ne comprennent pas. Surtout si tu ne connais pas bien, alors tu lis tes notes au fur et à mesure. Parce que beaucoup de gens parlent de vin en lisant leurs notes. Et dans ces cas-là, tu le fais de façon très sentencieuse. Et tu fais tilleul, acacia, fleur de cognacier. Personne n'osera poser la question. Et donc, tu résous le problème de la dégustation parce que à peu près 80% des blancs effervescents, on va trouver des traces de ça. On ajoute un peu de chèvrefeuille. Si on sait qu'il y a du chardonnay, on dit beurre à un moment ou noisette. Ça fonctionne aussi très bien. Et puis on passe à la dégustation. Allez-y goûter. Ah, ça déchire sa race, ça. Bon, ça. Oh, c'est très très bon, ça. C'est frais, c'est vif. Ça a pas mal de gras sur la fin de la bouche. Chardonnay s'exprime bien. C'est assez bien foutu comme truc, hein, côté noisette aussi. Et en fin de bouche, en fait, on fait une belle acidité. On dit pas belle acidité, hein, c'est lait. On dit il est une attaque fraîche, nette, claire. Et on ne dit pas un petit peu rêche en fin de bouche. On dit non, il y a une jolie pointe d'amertume qui relève l'ensemble. Voilà. Comme ça, vous savez tout pour la dégustation. N'oubliez pas un dernier point qui est super important. Il faut toujours trinquer. Vous avez entendu le bruit du trinquage? Voilà. Il faut toujours trinquer, c'est fondamental. On trinque pour un tas de raisons. La première de ces raisons, c'est que la baronne de Rothschild dit que c'est mal élevé. Donc c'est une raison évidemment pour le faire, puisque la baronne de Rothschild est à l'élégance, ce que Bigard peut être à l'humour de temps en temps. Un peu particulier, quoi. Bref. Donc, on trinque, ça c'est super important. On trinque pour une raison toute simple. Lorsqu'on s'est mis à boire du vin de façon profane, il y a 3500 ans, 3800 ans, à peu de choses près, on avait déjà ce rituel de dégustation, si ce n'est qu'on buvait dans des cratères, donc pas facile de regarder la couleur, mais on avait comme ça une mécanique, et on trinquait. On trinquait parce que le bruit que l'on provoque avant de commencer à boire, c'est l'appel du plaisir. C'est avec ça que l'on sait que l'on va se faire plaisir. C'est en trinquant. C'est un peu comme la tâche du porte-jartel. Ouais, ça c'est un truc de mec, je sais. Mais j'assume, hein. Je suis d'une génération où on croit encore que le porte-jartel est un accessoire féminin. Sachez que les porte-jartels sont vendus dans les boutiques de lingerie uniquement pour que les hommes dépensent du fric. On va acheter des porte-jartels en espérant que la femme de nos fantasmes le porte. Pas la porte d'ailleurs, le porte. Enfin, elle peut le rapporter aussi si on le jette assez loin. Et le porte-jartel, en fait, c'est un truc de dingue parce que en été, elle n'emporte pas parce qu'il fait trop chaud. En hiver, parce qu'il fait trop froid. En automne, c'est le corps un petit peu humide. Et au printemps, ça gèle de temps en temps. Donc le porte-jartel peut servir de lance-pierre pour des manifestations. Garder les bouchons de carafe en cristal aussi, ça permet de les lancer avec les porte-jartels. Je vois pas d'autre intérêt au porte-jartel, très honnêtement, je cherche. C'est difficile à mettre, n'est pas pratique. Et t'as déjà essayé, toi, gros, de mettre un porte-jartel? Bah oui, évidemment, hein, quand je sors, je mets des porte-jartels régulièrement pour danser sur le comptoir chez maman ou ailleurs. Donc j'ai aucun souci à le mettre, je m'épile juste le haut des cuisses. Moi, c'est un truc, pas le reste. Et pour pas que la tache du bas prenne avec mes poils, sinon c'est dégueulasse.
Enfin, quoi qu'après le confinement, je vais peut-être ressembler à un ours des casernes. Enfin, on verra bien. Donc, je disais, le porte-jartel, la tâche du porte-jartel, c'est un truc qui fait naître une série de fantasmes. Et bien, trinquer, c'est la même chose. On trinque parce que c'est le début. Et on dit, santé! On est chez nous! On fait ce qu'on veut! Oui, monsieur! Et à demain.